reconstruit la matrice de résultats, nous avons défini des questions de suivi-évaluation, nous avons répondu à ces questions de suivi-évaluation avec des indicateurs. Il est temps de collecter de l'information. Alors, collecter de l'information, pourquoi? On l'a dit, pour répondre à vos questions de suivi-évaluation, en alimentant vos indicateurs et autres besoins d'information. Il peut s'agir notamment de besoins d'études, de requêtes de vos bailleurs, de données de recherche, et en prenant en compte les ressources disponibles. Nous l'avons dit la semaine dernière, tout cela, toute votre collecte d'informations est contrainte par vos moyens, et donc il est important très tôt de prendre en compte ce que vous pourrez réellement faire dans votre système de suivi et évaluation. Alors, les outils que l'on utilise dans le suivi et dans l'évaluation sont des outils qui sont essentiellement issus soit des sciences sociales, soit des sciences économiques. On a globalement un enjeu qui est celui de choisir entre des outils qui permettent de comprendre en profondeur ce qui se passe et des outils qui permettent de généraliser. Alors, il n'y a pas d'outil qui permettrait de comprendre extrêmement bien et de généraliser extrêmement bien, et c'est pour ça qu'on dit souvent que une bonne évaluation est une évaluation qui fait appel à plusieurs méthodes, en méthode mixte, on dit parfois, et cela va se traduire par le choix d'outils à la fois qualitatifs et d'outils quantitatifs. Euh, donc dans cette série d'outils, qu'est-ce que nous avons? Si je pars d'en bas à gauche, nous avons en premier lieu les études de cas et les entretiens qui sont des outils de compréhension. Alors, les entretiens individuels, tout le monde connaît. Il s'agit sur une durée donnée et avec un questionnaire défini à l'avance de collecter de l'information auprès d'une personne et en croisant un certain nombre d'entretiens, eh bien, d'avoir des réponses profondes aux questions que l'on peut se poser sur l'efficacité d'un dispositif. L'étude de cas, cela consiste en fait à rédiger une monographie sur un cas précis et de faire un travail de type ethnographique, hein, où on va collecter le maximum d'informations, obtenir le maximum de points de vue, combiner entretien, observation, enquête, etc., pour bien épuiser un cas, c'est-à-dire pouvoir vraiment comprendre sur bien par exemple un projet donné ou sur un village donné, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. C'est extrêmement profond comme analyse, mais par contre ça ne vous permet pas de généraliser. Ce que vous avez appris sur un projet ou ce que vous avez appris sur un village ou un territoire ne sera pas forcément utilisable ailleurs. Outils intermédiaires entre compréhension et généralisation, il y a notamment les entretiens de groupe, ce qu'on appelle les focus group notamment, qui vont être des méthodes dans lesquelles on va réunir un certain nombre de personnes autour d'un objet commun et les faire parler pendant 1 heure ou 2 heures, et si possible les faire aboutir à une conclusion commune. Il y a de nombreuses techniques d'animation hein, qui permettent d'aboutir à ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui permet à la fois de comprendre une situation. Par exemple, vous vous rendez compte qu'un projet fonctionne bien partout, sauf sur un territoire en particulier. Vous pouvez demander à des gens de ce territoire de parler ensemble pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est aussi un outil potentiel de généralisation, c'est-à-dire que en montrant ce que vous avez déjà appris, par exemple avec des entretiens ou des analyses documentaires, vous allez pouvoir, avec un groupe, définir ce qui est vrai partout et ce qui ne l'est pas. L'analyse documentaire, ce sont toutes les techniques qui visent à sortir des données hein, de rapports, et dans le suivi, on va y revenir dans un instant, c'est un outil majeur puisque beaucoup d'informations sortent hein, des rapports d'activité ou des rapports de projet. Et puis les grands outils de généralisation, l'enquête, dont nous allons reparler dans un instant, et qui est un outil extrêmement utile, mais qui, lorsqu'il s'agit d'une enquête importante, ne peut pas être menée en permanence, pour des questions budgétaires, mais aussi parce que lorsque la population ciblée est petite, eh bien, on ne va pas les ennuyer tous les 6 mois ou tous les ans avec une enquête. Et puis les analyses statistiques qui peuvent être combinées à l'enquête ou à l'analyse documentaire et qui vont vous permettre notamment de construire des indicateurs.
Alors comment est-ce que on utilise le suivi et l'évaluation? Excusez-moi, il y a un petit manque de traduction ici, mais vous avez en haut à gauche les outils que l'on utilise plutôt dans le cadre du suivi et en bas à droite les outils qu'on utilise plutôt dans l'évaluation. Alors effectivement, l'analyse documentaire et l'analyse statistique sont des outils dont on se sert beaucoup dans le suivi, mais il ne faut pas oublier les entretiens de groupe, les enquêtes qui peuvent permettre de compléter les informations que vous récupérez des rapports d'activité, notamment au niveau projet. Alors que dans l'évaluation, il va y avoir à la fois un souci de compréhension en profondeur et un souci de généralisation. Et c'est là qu'on utilise le plus souvent à la fois l'étude de cas, outil de compréhension, et l'enquête, outil de généralisation. Alors, un mot sur l'enquête et en particulier sur un type d'enquête qui peut vous être très utile pour tous les programmes qui visent à faire acquérir des connaissances, sensibiliser, changer les comportements à partir d'une base d'informations. Et c'est ce qu'on appelle l'enquête CAP. C'est l'enquête connaissance, attitude, pratique. Alors, connaissance, attitude, pratique, si vous pensez à votre matrice des résultats, vous connaissez ça très bien, c'est un enchaînement de questions. Est-ce que les gens ont appris des choses, par exemple lors des formations que nous avons réalisées? Sont-ils convaincus par ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils changent d'attitude par rapport aux problèmes concernés et est-ce qu'ils mettent en pratique? Par exemple, j'ai des fermiers, j'ai fait des sessions de formation sur les nouveaux modes d'irrigation. Je vais vérifier que les fermiers ont effectivement appris des choses pendant ces sessions, m'assurer qu'ils sont désormais convaincus que ce mode d'irrigation est la bonne chose à faire et vérifier au bout de quelques temps s'ils l'ont mis en pratique dans leur exploitation. Donc ça, c'est un type d'enquête que vous pouvez utiliser beaucoup. Et il y a des ressources de la part de la FAO qui sont dans le cours et que vous pouvez utiliser pour aller plus loin. Dernier mot sur l'enquête, c'est la question de la taille de l'échantillon que vous allez pouvoir utiliser. Alors il n'y a pas de réponse automatique à cette question de la taille de l'échantillon. En réalité, ça dépend de la population que vous ciblez. Si vous avez une population qu'on appelle une population rare, c'est-à-dire une petite population que vous ciblez, eh bien la bonne logique si vous faites une enquête, c'est de contacter tout le monde et d'avoir le maximum de réponses. Typiquement, si vous visez des acteurs de la société civile, des parties prenantes agricoles ou une petite population villageoise, eh bien, cherchez à avoir le maximum de personnes. Ce sera la bonne chose à faire. Si vous avez plus de 200 personnes, et jusqu'à 5000, voire au-delà, eh bien vous allez commencer à penser à échantillonner. Alors quand je dis penser à échantillonner, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Vous pouvez aussi partir du principe que vous allez contacter le maximum de personnes et que vous redresserez la population ensuite. Si vous avez les compétences statistiques pour le faire, vous pouvez y faire appel. Mais l'échantillon a des vertus intéressantes, en particulier celui de vous permettre de contrôler les variables sur lesquelles vous allez choisir les personnes concernées. Si vous avez plus de 5000 personnes dans vos cibles, là la question ne se pose plus, échantillonner dans tous les cas, et vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez tenter une analyse d'impact quasi expérimentale. Alors quasi expérimentale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans votre population, vous allez constituer un groupe de contrôle qui ressemble en tout point au groupe des personnes qui ont effectivement été bénéficiaires et que vous allez, en début et en fin de programme, comparer les résultats attendus sur ces deux groupes. Voilà, je ne rentre pas dans les détails de la démarche expérimentale, vous avez des éléments dans le cours et il y a un autre cours sur l'analyse d'impact si vous voulez aller plus loin. Mais il est clair que lorsque vous commencez à avoir des populations assez larges et que vous avez un projet ou un programme dont les résultats sont mesurables par un indicateur quantitatif, par exemple quand le but au final c'est
d'augmenter les rendements des fermes, eh bien, une démarche de ce type-là est tout à fait utile et vous permettra de donner de la crédibilité à vos résultats.